Le rôle des dirigeants des pays africains dans cette transition énergétique que nous sommes en train d'aborder, ainsi que l'équilibre à trouver entre les grands projets d'électrification tels que chez nous le projet Grand Inga et les autres petits projets qui vont viser à utiliser des énergies renouvelables. Et donc notre vision par rapport à ça a été de démontrer qu'aujourd'hui l'Afrique est incontournable. La RDC reste un pays incontournable dans cette transition écologique de par plusieurs choses. Le fait que nos populations n'aient pas accès à l'électricité pousse à nos populations à avoir une pression sur nos forêts et donc ça apporte un déséquilibre écologique. Et donc le fait d'apporter de l'énergie, de l'électricité à nos populations aujourd'hui permettrait d'aborder des questions écologiques comme la question du changement climatique. Donc pour nous, notre part, c'est de démontrer que nous devons absolument nous servir du potentiel énergétique de la RDC, le potentiel hydroélectrique, mais aussi le potentiel solaire ainsi que les autres énergies renouvelables pour amorcer cette transition écologique. Et je pense que le gouvernement a déjà commencé avec le programme des 145 territoires, avec la création de ANSER qui va viser l'électrification des zones rurales et périurbaines, mais aussi de certaines villes. Parce que, qu'on se le dise, même dans les villes, on a vraiment besoin d'électricité, on a vraiment besoin d'avoir l'accès à l'électricité pour éviter de recourir au bois énergie, c'est-à-dire destruction de la forêt, c'est-à-dire des problèmes écologiques. Et donc, les programmes de 145 territoires viennent avec un volet énergétique qui va apporter des infrastructures de base dans les zones rurales et périurbaines, des infrastructures notamment solaires, mais aussi des mini et des micro-centrales. Et donc ça, c'est à petite échelle. À grande échelle, nous pensons toujours au développement du projet Grand Inga, qui va plus être un projet intégrateur parce que lui va viser l'accès à l'énergie pour l'industrie, pour le développement industriel, pour la transformation de nos minéraux. On parle de transition énergétique, donc on parle de nos minerais, notamment le coltan, le cobalt, le lithium. Et donc vous avez vu avec le ministère de l'Industrie, nous avons lancé un programme de développement des batteries pour les batteries de véhicules électriques. Et donc on a besoin de développer nos minerais sur le sol congolais pour créer des emplois, pour créer un développement, pour créer un développement social et économique. Et donc, ce sont ces grandes lignes que nous avons partagées avec le reste du monde sur ce panel qui était animé de plusieurs autres ministres d'autres pays, mais aussi de représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine. Comprenons que tout est sujet de financement, de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, le besoin de la RDC en termes de financement extérieur est évalué et si oui, à combien? Les besoins ne sont pas chiffrés, mais une chose est sûre, c'est que nous devons commencer quelque part. Donc, commencer avec un développement, commencer avec un programme d'électrification, non seulement de la RDC, mais de tous les pays d'Afrique. Et donc, pour commencer, on commence avec les financements que nous avons à notre disposition. Aujourd'hui, par exemple, avec le PDL 145, c'est un financement du gouvernement congolais qui débute avec des petites infrastructures. Et après, on peut monter en puissance, on peut avoir de plus gros financements. Et aujourd'hui, on plaide pour des financements à travers des crédits carbone, des compensations crédits carbone. Nos forêts sont à la base de la décarbonisation de plusieurs autres pays industriels. Eh bien, nous voulons profiter aujourd'hui des crédits carbone. Et dans ces crédits carbone, on peut avoir un volet énergétique pour financer des projets énergétiques afin de donner l'accès à l'électricité à nos populations et l'accès à l'électricité à notre industrie de façon à ce qu'on puisse développer notre pays. De plus en plus, Monsieur le Ministre, on tend vers
le développement de l'économie de l'énergie. C'est-à-dire que pour pérenniser, par exemple, les micro-barrages ou pérenniser les énergies créées dans le village, il faut développer des activités économiques. Est-ce que vous y pensez? Avez-vous déjà une politique pour essayer de développer ces accès? Alors justement, la création de ANSER, qui est l'Agence nationale des services énergétiques et de l'électrification des zones rurales et périurbaines, c'est la réponse à votre question. Quand on dit les services énergétiques, ça signifie que ANSER n'est pas là seulement pour apporter de l'électrification dans les zones rurales périurbaines. ANSER est là pour apporter des services énergétiques, c'est-à-dire que dans des zones où on a une vocation agricole très poussée, ANSER va apporter la solution énergétique, c'est-à-dire la génération d'électricité, mais elle va aussi apporter des services intégrés, c'est-à-dire par exemple des moulins qui vont permettre le développement de cette agriculture, c'est-à-dire par exemple des chaînes de froid qui vont permettre le développement de la pêche dans les zones de pêche. Et c'est toutes ces petites solutions intégrées qu'on apporte aujourd'hui avec ANSER. Si vous regardez le déployé d'ANSER aujourd'hui, vous verrez qu'on n'apporte pas seulement de la génération d'électricité, de la distribution d'électricité. Nous apportons des solutions intégrées. Et c'est ce qui va se voir aujourd'hui avec les programmes de 145 territoires. Mais pour exemple, je peux donner par exemple l'exemple de l'IPAMU. IPAMU, lorsqu'ANSER a été déployé, ANSER a financé aussi un moulin, par exemple. Donc ce sont toutes ces solutions qu'on apporte lorsqu'on apporte l'électrification. Parce que si on apporte seulement l'électrification dans les zones rurales, il est possible que les populations qui sont présentes n'aient pas les moyens suffisants pour acheter cette électricité. Et donc on doit apporter aussi des solutions qui vont leur permettre d'accroître leurs revenus. Et en accroissant ce revenu, ils vont permettre ça va leur permettre à acheter cette électricité. Et donc c'est un petit peu ça la réponse à votre question. On a l'impression que le programme de 145 territoires tarde réellement à se mettre en place et pourtant les besoins en énergie pour les communautés se sentent de plus en plus. Qu'est-ce qui bloque jusque-là? Écoutez, on n'a pas construit Rome en un jour. L'électrification d'un pays, c'est vraiment technique. Il faut des infrastructures. Ces infrastructures, il faut savoir qu'elles prennent du temps. Il faut des études. Il faut faire des études d'impact environnemental, des études techniques. Toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire en 1, 2 jours, 2 semaines. On a besoin de temps. Donc on avait besoin de temps pour faire des études sommaires, des études approfondies. Et aujourd'hui, on est prêt à déployer. Il y a des appels d'offres, il y a toute une structure aussi pour la passation de marché. On ne passe pas un marché en 2 semaines. Et donc, toutes ces procédures ont été faites. Ce n'est pas un retard que nous connaissons, mais c'est un processus. Et le processus tient son cours.